ton baluchon, le podcast par et pour les 8-15 ans qui parle de voyage et d'expatriation. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans la seconde partie de l'épisode 4. Je suis heureuse de terminer cette année avec Octave et Louise, nos jeunes aventuriers du rail. Je sais que vous avez adoré la première partie consacrée à leur trajet à bord du Transmongolien. Eh bien, ça tombe bien, car aujourd'hui nous repartons avec eux du côté de la Mongolie. Au programme, un petit cours de géographie. Vous savez ce que c'est une steppe, vous ? Une description détaillée des yourtes traditionnelles ou encore la découverte de quelques surprises culinaires. Nous aborderons aussi les différences entre clichés et réalité. Ona nous en avait déjà parlé lors de l'épisode 3. Louise vient ici ajouter un appel à la prudence vis-à-vis des préjugés transmis par les médias. Je ne vous en dis pas plus. Et ne ratez pas non plus les anecdotes en toute fin d'épisode. Je vous souhaite une belle écoute. Prends ton baluchon et ton cheval, nous partons parcourir les steppes de Mongolie. Tous les deux, vous m'avez raconté avoir passé 2 nuits dans les steppes en Mongolie. Ma première question, c'est qu'est-ce qu'une steppe ? Et ensuite, où se situe la Mongolie ? Alors une steppe, c'est un paysage en fait. Enfin, il y a le désert, il y a la jungle, il y a les montagnes et il y a la steppe. C'est un paysage où il n'y a pas beaucoup d'arbres en fait, c'est beaucoup de l'herbe et il y a comme des petites collines et c'est assez rocheux. Et donc, c'est un des paysages qui constitue la Mongolie ? Beaucoup, c'est un peu le paysage qui décrit ce pays en quelque sorte, parce que quand on dit à quelqu'un je suis allé vivre dans la steppe, enfin pendant 2 nuits, ils vont te dire ah oui, t'étais en Mongolie. Enfin, quand on dit steppe, les gens ils comprennent vachement que c'est la Mongolie. Et où se trouve la Mongolie alors ? La Mongolie, c'est un pays qui se situe en Asie, plutôt dans le centre de l'Asie. C'est au sud de la Russie et au nord de la Chine. C'est un pays qui est vraiment entre les deux. C'est frontalier de la Russie et de la Chine. Très bien. Donc, si on revient sur les 2 nuits que vous avez passées là-bas, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette expérience ? Alors, la première nuit, on l'a passée dans une chambre d'appartement un peu. Elle était très belle. Et on a bien dormi, on est allé au restaurant. Et après, la deuxième nuit, on l'a passée dans une yourte. C'était quelque chose de très cadré parce que c'est quand même dans un hôtel. Mais c'était une yourte qui était traditionnelle en fait parce qu'elle était construite comme les yourtes que les Mongols ils utilisent pour vivre en fait. Mais on était quand même dans un hôtel en fait. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est qu'une yourte ? Alors une yourte, c'est la maison des Mongols qui sont nomades. C'est-à-dire qu'ils vont pas avoir un logement fixe, ils vont se déplacer et du coup ils vont avoir un peu comme des tentes, sauf que c'est un peu plus épais. Et du coup, c'est fait en laine. Et à l'intérieur, il y a un peu de mobilier, un peu des lits. Au centre, souvent, il y a un foyer avec un feu et par exemple une casserole avec quelque chose qui cuit. Ok. Et ça a une forme particulière, je crois bien, les yourtes. C'est en cercle, en fait, et le dessus, c'est un peu arrondi. C'est-à-dire que c'est pas pointu comme une tente ou un tipi. Et à l'intérieur, c'est un grand espace ouvert ou il y a des cloisons ? C'est tout ouvert à l'intérieur. Il n'y a pas de pièce à proprement parler. Combien de personnes peuvent vivre dans une yourte ? Est-ce que vous savez à peu près quand c'est utilisé non pas en termes d'hôtel, mais par les nomades ? Non, on sait pas trop. Sincèrement, moi, je pense qu'on peut au moins caser 6 personnes en tout. Oui. Donc c'est quand même des grands espaces. Oui. Après, il existe des yourtes plus petites et des yourtes plus grandes. Vous savez comment ça se passe pour le montage et le démontage des yourtes et puis ensuite leur transport, puisque c'est utilisé par des peuples nomades ? Franchement, on n'a pas beaucoup d'idées à part
ce qu'on a déjà vu à la télé ou tout ça, mais quand on y est allé, on a vu des nomades. Ils nous ont invités dans leur yourte et après, on n'en sait pas plus ni comment ça se démonte. Enfin, vu que dans leur culture, les Mongols, ils sont beaucoup à cheval, c'est vraiment leur moyen de locomotion. Je me doute qu'elles doivent se transporter comme ça, je sais pas. Et justement, est-ce que vous savez si beaucoup de gens vivent en yourte ou si c'est quelque chose qui se perd ou... Tout le monde habite dans des hôtels, dans des maisons, des appartements. Mais quand tu commences à sortir de la ville, oui, beaucoup, tu vas croiser des gros espaces où il y a beaucoup de yourtes et certains espaces où il y a une yourte. En Mongolie, il y a 3 millions de Mongols. Il y a 1 million qui habitent dans la ville, 1 million qui sont restés nomades et qui habitent dans la steppe, et 1 million qui habitent dans d'autres pays du monde. Et en fait, dans la ville, comme il n'y a pas encore, enfin, c'est pas très développé, en fait, c'est pas très développé comme ville. Du coup, bah, par exemple, nous, on a traversé une route, ben, c'était pas une route, c'était vraiment un petit chemin en terre avec des petits cailloux. Mais du coup, il y a des gens, ils ont quand même leur maison et à l'intérieur, dans leur jardin, ils ont quand même leur yourte. Ou d'autres personnes, d'autres nomades qui se sont approchés des villes et donc du coup qui ont mis leur yourte en périphérie des villes en fait. Et ça, est-ce que c'est parce que les gens n'ont plus de travail en dehors des villes qui se rapprochent, ou c'est pour d'autres raisons, à votre avis, qui quittent peu à peu ce mode de vie nomade pour se rapprocher notamment de la capitale? On connaît pas trop leurs raisons parce que, enfin, franchement, je sais pas. Je connais pas les raisons pour lesquelles ils se rapprochent des villes. Peut-être parce que bah du coup ils perdent pas leur culture, mais comme tout le monde est en train d'évoluer, c'est-à-dire qu'on va pas avoir le même mode de consommation qu'avant, etc. Ils se rapprochent peut-être des villes parce que ben, du coup c'est un mode de vie plus simple. Oui. Vous avez trouvé que le quotidien dans une yourte est peut-être d'autant plus quand la yourte n'est pas un hôtel, bien sûr, mais utilisée par des nomades, c'est compliqué? Il y a plus de contraintes? Ben, nous, on est allé du coup voir des nomades parce que on est parti faire une randonnée à cheval et ils nous ont dit à la fin venez dans la yourte, venez dans la yourte. Je pense qu'ils sont quand même très heureux de là où ils vivent, de comment ils vivent, mais ça doit être des contraintes, je pense, parce que ben il n'y a pas vraiment d'eau potable tout le temps. Bah, pour manger, tu peux pas avoir ton potager avec toi. Enfin, c'est un peu ce que tu trouves. Ils ont leur troupeau, ils ont voilà, c'est un mode de vie différent. Bien sûr. Et justement, pour les repas, comment ça se passe? Qu'est-ce que vous avez mangé? Alors, on a mangé, quand ils nous ont invités chez eux, ils nous ont proposé des biscuits. On en a tous pris, ils étaient très très bons. Après, ils nous ont proposé du fromage. Il avait pas l'air, franchement, il avait pas l'air très bon. Vous avez pas goûté? Moi, j'ai goûté, la mère, enfin, notre amie, elle a goûté aussi, mais Elle a recraché. c'est-à-dire que quand la famille ne regardait plus, elle s'est raclée la langue et elle l'a gardée dans sa main jusqu'à ce qu'on sorte de la yourte parce que c'était du fromage qui était quand même très 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 fort. C'est du fromage de quoi? C'est du fromage de yak. On le sait parce que ils ont en fait derrière, ils ont un enclos plein de boue où les yaks y vont. Et il y en a partout. En fait, c'est une espèce qui est plus rustique que la vache et donc du coup qui va plus supporter les grands froids, enfin les gros voyages, etc. Et je crois, Louise, que tu te souviens d'une odeur un petit peu particulière qui est en lien, il me semble, avec le yak. Oui, parce que comme c'est un animal du coup qu'ils ont en troupeau, ils s'en servent pour tout. C'est-à-dire qu'ils vont se servir de la laine, de la viande, du lait et même de la bouse pour se chauffer. Ils vont la faire sécher puis la brûler. Et en fait, l'odeur de la laine de yak, eh ben c'est particulier quand même. C'est-à-dire que c'est assez fort comme odeur et en fait ils s'en servent pour faire l'isolation dans la yourte, c'est-à-dire qu'elle est faite en laine de yak. Et donc du coup, quand tu rentres dedans et que c'est fermé depuis un certain temps, surtout quand c'est neuf en fait, que c'est pas été trop utilisé, que les gens ont pas trop vécu dedans du coup, et ben ça sent fort quand même, très fort.
Ça t'a marqué ça? Oui, on a toujours la vidéo parce que mon papa, il filme et du coup, à un moment, on ouvre la porte, on rentre et puis là, on ressort, on a le nez bouché, après au bout de 20 minutes, tu t'habitues, mais au début, c'est dur. J'imagine. On a tout aéré, du coup, on est resté dehors jusqu'à ce qu'il fasse presque nuit pour essayer d'aérer le plus possible avant d'aller se coucher. Bon. Et est-ce que vous avez pu échanger peut-être avec des enfants de votre âge? Échanger, oui et non, parce que du coup, on parlait pas du tout la même langue. C'est vraiment une autre culture, un autre alphabet. C'est très compliqué. C'est pas des langues latines comme l'italien, l'espagnol ou même le portugais, ou des langues germaniques comme l'anglais ou l'allemand, où on peut comprendre certains mots, c'est des langues qu'on apprend à l'école. Non, non, là, c'est vraiment un alphabet différent, des sons différents, et du coup, on n'a pas trop échangé avec eux, mais on s'est rendu compte que ils avaient pas du tout le même mode de vie, qu'ils apprenaient pas du tout les mêmes choses. Depuis qu'ils sont tout petits, eux, ils montent toujours à cheval. Enfin, vraiment, c'est plutôt différent de nous. Et ils vont à l'école? Alors, on les a pas vus en fait, on n'a pas vraiment croisé d'école. On a vu, si peut-être une école en train, ils avaient juste, c'était un bâtiment avec, c'était pas une grosse école parce que c'était un bâtiment avec un terrain de basket à côté. Et du coup, bah, on pense que c'est une école. Et dans les villes, je pense que ceux qui se sont sédentarisés, ils doivent plus aller à l'école, mais pour les nomades, je sais pas du tout comment ça se passe. Un petit peu dans cette même idée, Louise, dans le document de présentation que je t'avais envoyé avant cet enregistrement, tu m'avais parlé d'un point intéressant, celui des clichés qu'on a parfois sur certaines cultures ou sur certains pays. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as remarqué au fil de tes voyages? Ben que, en fait, la vérité sur, ce qui se passe dans les pays, sur, la culture, sur tout ça, c'est pas toujours ce qu'on nous dit à la télé, ce qu'on voit sur les réseaux et cetera. Enfin, vraiment, faut se documenter parce que c'est pas toujours vrai ce qu'on dit, et donc du coup, quand on est allé là-bas, on a appris tellement de choses, on s'est rendu compte que les cultures étaient tellement autres à côté de tout ce qu'on disait à la télé et cetera. Tu as des exemples? J'ai pas vraiment d'exemple, mais je sais que souvent on dit qu'en Russie, les gens, enfin vraiment, les clichés de la Russie, c'est, la vodka, la kalachnikov, les trucs comme ça, et en fait, à côté, ils sont tellement plus de choses. On oublie aussi qu'ils ont quand même des très beaux opéras, qu'il y a beaucoup, de danse, qui sont quand même très joyeux, qui sont très amicaux, enfin vraiment, des gens normaux en fait, c'est-à-dire qu'ils vont avoir leur culture, ils vont avoir leur langue, et qu'il faut pas les définir par certaines choses. Tu as l'impression qu'on s'attarde trop sur le négatif? C'est comme ça dans pas mal de pays en fait, je pense. Parce qu'on dit oui, toujours la Mongolie, c'est sauvage, c'est tout ça, mais il y a aussi des villes, il faut pas oublier aussi que tout le monde, ils ont quand même, des religions, et cetera. Est-ce que toi, ça a changé, ta vision des choses? C'est pas des pays qu'on étudie vraiment, donc à part ce qu'on voit à la télé, on n'a pas beaucoup de vision de ces pays-là. Donc je sais pas si ça a vraiment changé ma vision, mais en tout cas, ça l'a fourni. C'est-à-dire que j'ai appris plein de trucs. Comment, tu as pu, dépasser tout ce que tu avais peut-être entendu ou plus ou moins assimilé? C'est de quelle manière que tu as pu dépasser ces clichés? Bah, déjà en visitant plein de pays, et surtout, pas en les visitant en ne faisant que, des trucs, ultra touristiques, et cetera. C'est vraiment en les visitant pour de vrai, c'est-à-dire, en allant dans des hôtels qui sont dans ce cas-là moins touristiques, en allant vraiment à la rencontre de l'habitant pour essayer de les connaître, apprendre un peu leur langue, utiliser par exemple les petits commerces au lieu d'utiliser les grands supermarchés, etc. Et ça t'a réservé, des surprises? Oui, beaucoup, dans plein de pays différents. Quel est justement le pays peut-être qui vous a le plus marqué tous les 2? Ben, je pense la Mongolie ou la Chine. Pour moi, parce que les Chinois, ils sont quand même beaucoup à côté, ils ont quand même enfin, des belles histoires. Il y a quand même, enfin, quand on va à Pékin, il y a la cité interdite, il y a la muraille de Chine, il y a, même si ça reste très touristique, c'est quand même des belles choses, et du coup, on apprend beaucoup de choses sur eux qu'on pourrait ne pas connaître en restant chez nous.
Moi aussi, j'ai bien aimé la Russie et la Mongolie. Ça vous a pas fait peur de ne pas maîtriser, par exemple, les codes ou de ne pas parler la langue? Bah, on voyage depuis qu'on est plutôt petit, c'est-à-dire qu'on a déjà fait des interrails étant plus jeune. Et on a appris qu'en fait, souvent, les locaux, ils sont plutôt heureux qu'il y ait des touristes comme nous qui allons vraiment un peu à leur rencontre. Et donc, du coup, souvent, ça les fait un peu rire ou alors ils sont contents de nous parler et ils s'occupent pas trop du fait qu'on ait un mauvais accent ou des choses comme ça. Très bien. Est-ce que vous auriez des choses à rajouter? Oui, j'aimerais bien aborder le sujet de pendant notre balade en cheval. On est allé au rocher de la Tortue. C'est un rocher en fait qui a une forme de loin de tortue. Et c'était très bien parce qu'on a pu l'escalader. Il y avait en fait des escarpements où on pouvait escalader. Il y avait beaucoup de coins touristiques. Il y avait beaucoup de gens. Et en bas, il y avait une sorte d'un peu de stèle avec des pierres et des tissus. Et c'était un lieu sacré? On s'est pas vraiment renseigné. Ce qu'on savait, c'est que c'était sûrement utilisé pour la chasse parce parce qu'il y avait des gens qui avaient des seigles sur les bras. Ok. À savoir, enfin, c'était un petit temple qui était devant. Après, si c'est sacré, je sais pas. Moi aussi, je voulais qu'on parle de quelque chose, c'est que quelque chose où on n'est plus habitué en Europe parce que les frontières, elles sont ouvertes entre les pays. Et là, on a traversé des frontières où en fait, il faut une autorisation pour les traverser. Et du coup, bah, on s'est fait fouiller, fouiller, ils ont fouillé les bagages, ils ont fouillé les cabines, etc. Et on a deux anecdotes qui sont un peu décalées par rapport à ce qui peut se passer quand on passe une frontière. Ouais. Je me rappelle quand on est arrivé en Chine, en fait, entre la Mongolie et la Chine, l'écartement des rails n'est pas le même. Et du coup, bah, ils ont dû faire des manips sur le train et nous, on devait descendre pour passer la frontière. Et en fait, bon, ça a pris quelques heures. Et quand on est arrivé dans la gare, il y avait des scarabées partout. Plein de petits scarabées. Et ils nous tombaient dessus des arbres. Ça grouillait par terre. Les gens dans le bâtiment, ils en avaient sur leur bureau, dans les cahiers. Enfin, il y en avait vraiment partout. Ils sortaient des fenêtres. C'était un peu bizarre. Ah, j'imagine. Et vous savez d'où ça vient, ça? Pas du tout. Et les gens étaient surpris sur place ou ils avaient l'air de trouver ça normal? Je me rappelle plus trop parce que c'était quand même il y a longtemps. Mais moi, ça m'a surpris. Il y en a, ils étaient un peu dégoûtés. Voilà, c'était vraiment décalé. Eh, j'imagine, ouais. C'est pas le genre de choses dont on a l'habitude. Et aussi, du coup, quand on est arrivé en Mongolie, ils nous ont fouillés. Et en fait, les petits garçons en Mongolie, ils ont toujours les cheveux courts. Et en fait, mon frère, il a les cheveux longs et bouclés. Et donc, du coup, quand il est arrivé, eh ben, bon, il va vous raconter, ce sera plus drôle. Ah, il veut pas? Bon. Et donc, en fait, quand il est arrivé dans la cabine, il y a une militaire qui est entrée et elle a regardé sur nos passeports. Donc, du coup, ils nous ont vérifié si c'était bien nous, etc. Et là, elle a vu mon frère avec tous ses cheveux et elle l'a regardé. Et maman, elle a commencé à s'inquiéter. Elle disait, mais pourquoi est-ce qu'elle le regarde comme ça? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va pas sur le passeport? Et en fait, elle a continué de le regarder pendant 2 minutes. Et puis après, elle a demandé si elle pouvait s'approcher. Alors là, maman, elle a eu vachement peur parce que c'était quand même une militaire. Elle avait son arme, elle avait tout. Et là, elle s'approche et elle lui a touché les cheveux, comme ça. Et elle était toute étonnée, elle avait un grand sourire, elle était vraiment heureuse. Et elle a pas arrêté de lui toucher les cheveux. Et du coup, ils nous ont pas fouillés. Et à un moment, elle a appelé son collègue. Elle lui a dit, viens voir, viens voir, viens voir. Elle l'a appelé, il est arrivé et elle lui a donné son téléphone et elle a demandé à maman si elle pouvait faire une photo avec Octave. Et elle a fait une photo en lui touchant les cheveux. Et elle et son collègue, ils ont pas arrêté de lui toucher les cheveux. Et puis après, ils sont partis. Et quand ils sont passés sur le quai, ils ont toqué à notre vitre pour qu'on leur dise au revoir. Oh, c'est super ça. C'était c'était un peu décalé aussi. On s'attendait pas du tout à ce que une militaire avec son arme qui est censée nous fouiller, vérifier qu'on n'ait rien de dangereux pour traverser la frontière, elle arrive et puis elle était là, elle lui a touché les cheveux. C'était très très drôle. C'est pas trop inquiétant, c'est pas trop angoissant le fait de devoir toujours passer des contrôles à chaque frontière avec des militaires pour le coup?
Oui, surtout ce qu'on vient de dire, parce que nos voisins, c'était ceux avec qui on était partis. Ils se sont fait, on devait remettre tous les sacs, on devait ranger tous nos sacs, ils devaient fouiller tout en haut, et donc ça fait un peu de remue-ménage. Et du coup, on était un peu stressés et du coup, ils nous l'ont pas fait à nous. Disons qu'avant, toujours quand on va dans un pays, on prend l'habitude de vérifier, par exemple, s'il y a des médicaments qui sont interdits, s'il y a certaines choses qui sont interdites, par exemple, des médicaments, forcément des armes, et donc du coup, on vérifie toujours, mais c'est quand même un petit stress, une petite angoisse de dire, ça se trouve, il y a un truc qui va pas sur nos papiers, et même si on sait qu'on a tout revérifié des millions de fois, c'est toujours un stress de se dire qu'il va peut-être y avoir quelque chose qui va pas marcher. Bien sûr. Eh ben, merci de ce partage en tout cas. C'était bien d'ajouter ces éléments dont on n'avait pas parlé. Est-ce que pour conclure, je pourrais vous demander votre définition du voyage à tous les deux et pourquoi? La définition, je trouve que pour moi, le voyage, c'est pas simplement aller dans un autre pays et par exemple rester dans un hôtel avec piscine, prendre du bon temps. Pour moi, un voyage, c'est vraiment, ça commence par la même lettre, mais c'est vraiment visiter, c'est rencontrer des gens, apprendre un peu leur histoire, apprendre des nouvelles cultures, des nouvelles langues, parce que c'est comme ça que je voyage depuis que je suis petite et du coup, j'ai appris comme ça et pour moi, c'est ça un voyage. Oui. Et pour moi, voyager, c'est un peu comme une aventure qu'on vit en famille. Et parce que on se balade, on rencontre un peu des peuples et des cultures qu'on connaissait pas. Et voilà. Super, c'est une très belle définition. Eh ben, je vous remercie tous les deux d'avoir partagé à la fois vos souvenirs et votre expérience à bord du Transmongolien et puis en Mongolie. Vous vous en doutez, j'aurais pu continuer à discuter avec Octave et Louise pendant de longues heures encore, tant leurs aventures sont passionnantes. J'espère que leur récit vous aura plu et donné envie de voyager en train et ou en Mongolie. Un grand merci à eux pour ce partage et ces belles leçons transmises. Nous, on se retrouve dans 15 jours sur un nouveau continent. Un indice ? Une forme de tête de chien. Facile, non ? Comme d'habitude, l'épisode est disponible sur toutes les plateformes de podcast, sur le site prendtonbaluchon.fr et sur YouTube. Prends ton baluchon est également diffusé 3 fois par semaine sur la web radio Allô la planète. Pour soutenir le podcast, commentez, partagez et likez au maximum. À très vite pour la suite.